Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire. Bon, on va commencer doucement. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente très rapidement. Donc, moi, je suis Valérian Pep, je suis un des deux cofondateurs de Be My Media, aussi directeur de la prospective au sein du groupe Voltaire, dans lequel on évolue désormais. Et je m'occupe en particulier des sujets liés au partenariat et à la pédagogie, sur tous ces sujets d'éducation aux médias et à l'information dont nous allons parler. Muriel, je vous en prie, si vous voulez vous présenter. Donc, bonjour à tous, Muriel Pérez, je suis maître de conférence à l'IAE de Saint-Étienne et chargée de mission innovation pédagogique pour l'université Jean Monnet sur Saint-Étienne. Je suis là plutôt pour la partie de témoignage sur l'utilisation de Be My Media dans le contexte des enseignements sur un exemple qui est l'IAE. Voilà, donc pour faire suite, donc effectivement, on va commencer par une première partie de présentation qui devrait durer une trentaine de minutes environ avant de laisser la place aux échanges, à des questions auxquelles Muriel principalement et puis moi pourront répondre. Une petite dizaine de minutes maximum, je vous proposais quand même de réintroduire ou d'introduire le sujet pour toutes et tous avec une présentation finalement des enjeux qu'on adresse aujourd'hui à Be My Media, et une présentation rapide, je vous le promets, de Be My Media, mais voilà, pour aussi contextualiser le retour d'expérience qui sera ensuite dans cette troisième partie la principale finalement de cette présentation aujourd'hui. Donc voilà, une rapide introduction finalement sur le pourquoi de Be My Media, le pourquoi cette conférence aujourd'hui. Donc Be My Media, on est une entreprise à mission qui depuis 2018 développons des ressources pédagogiques d'éducation aux médias d'information pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Et évidemment, l'année 2024 est en train de se terminer et on le voit, on l'a vu encore très récemment, évidemment avec les élections américaines qu'on a pu tous suivre. Marque encore un tournant, on franchit encore des paliers sur ces enjeux-là. Alors pour n'en citer que quelques-uns, évidemment, l'information elle est très directement liée aux enjeux de citoyenneté, aux enjeux de société. On a plus de la moitié de l'humanité qui a été appelée aux urnes cette année. On a parlé de super année électorale et de pair étalé avec ce contexte. Évidemment, une croissance assez encore importante des phénomènes de désinformation, la désinformation ayant été ciblé, en tout cas officiellement mis sur le devant de la scène lors du Forum économique de Davos en début d'année, comme le premier risque pour l'économie mondiale à court terme, non pas pour faire la promotion du Forum économique de Davos, mais ce fait-là, il nous a interpellés, il nous a intéressés, aussi parce que la désinformation est bien désormais appréhendée comme un enjeu aussi économique, un enjeu professionnel et d'employabilité. C'est des choses sur lesquelles on travaille à Be My Media, et évidemment les enjeux sociétaux sont majeurs, mais ces enjeux aujourd'hui économiques et professionnels le sont presque tout autant, et en tout cas conçus comme tels. Et donc évidemment quand on parle de croissance de la désinformation, on ne peut pas tout de suite ne pas parler évidemment aussi des enjeux technologiques auxquels on doit faire face. Un chiffre alors qui date de la fin d'année passée, qui aura bientôt un an en décembre. En un an, le nombre de sites internet relayant des articles fallacieux créés par des IA a augmenté de 1000%. C'est une étude scientifique qui avait été mise en avant par le Washington Post qui avait pu l'établir. Donc voilà, évidemment aussi, ces nouvelles technologies, en particulier l'IA générative, a aujourd'hui des répercussions qui sont déjà réelles sur nos pratiques de l'information. Donc cette démocratisation des IA génératives, si elle permet évidemment de gagner en vitesse, en efficacité, en production de fausses informations, elle a aussi, elle s'appuie en tout cas sur aujourd'hui aussi la caisse de résonance et de diffusion qu'offrent les réseaux sociaux. Là aussi, on est pour introduire un peu largement les enjeux et naviguer, dresser un petit peu le panorama, le tableau. Évidemment, là, la question des réseaux sociaux, la place des réseaux sociaux, elle est majeure dès qu'on aborde aussi ces questions informationnelles. Là encore un chiffre, simplement pour illustrer, pour donner de la matière, mais près de 20% des vidéos TikTok contiennent des allégations fausses ou trompeuses. Ça, c'était NewsGuard qui l'avait établi dans une étude de 2022. Et ce chiffre, il nous interpelle d'autant plus fort qu'on sait qu'aujourd'hui, on a près d'un tiers de la population française qui utilise la plateforme. Et alors, ce sont les chiffres officiels de TikTok en France, mais en 2022, en France, on était à 95 minutes quotidiennes en moyenne d'utilisation par jour de la plateforme. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a jamais été, a priori, exposé de manière aussi massive à des fausses informations, ou en tout cas des informations non vérifiées, et que dès lors, on a besoin de nouvelles clés pour pouvoir s'informer avec à minima moins de filtres. Donc ce fonctionnement des réseaux sociaux, évidemment, il nous interpelle aussi
par leur fonctionnement, par les enjeux donc algorithmiques qui sont très liés au modèle économique de tous ces acteurs-là. Là aussi, à titre d'exemple, 70% des vidéos visionnées sur YouTube le sont suite à la recommandation artificielle, donc la recommandation d'algorithmes en fin de vidéo ou en navigation directe en proposition sur les fils d'actualité de YouTube. Et on sait aujourd'hui, enfin en tout cas, on a affiné un petit peu ce chiffre-là avec un baromètre qu'on a fait en début d'année universitaire avec Le Point, baromètre de l'information des jeunes en France et l'Institut de sondage Cluster 17, qu'une part en tout cas significative aujourd'hui aussi des jeunes ont fait de YouTube leur principale source d'information. Donc ici, par jeune, on entendait la population des 18-24 ans. Donc voilà, en tout cas, tout ceci, évidemment, nous interpelle. Nouvelles technologies, IA, fonctionnement des réseaux sociaux, fonctionnement algorithmique, et finalement, difficulté à savoir qui croire et qui ne pas croire dans ce contexte informationnel qui a profondément évolué. Donc là encore, trois chiffres, 3 statistiques, encore une fois, pour essayer de rester très rapidement ce panorama. 41% des utilisateurs de TikTok pensent qu'un influenceur avec un grand nombre d'abonnés est une source fiable. Donc là, ici, simplement, ce qu'on souhaite mettre en avant, évidemment, c'est que tout un chacun est devenu, au-delà d'être un récepteur de l'information, on est devenu un diffuseur et aussi un producteur, donc évidemment avec des catégories de personnes qui en ont fait leur métier ou en tout cas une activité principale dans leur quotidien. Et que cette multiplication, évidemment, des producteurs d'informations, elle nous amène, encore une fois, à re-questionner les clés avec lesquelles on va pouvoir vérifier la fiabilité d'une information, apprécier la fiabilité d'une source d'information, et donc, in fine, savoir qui croire et qui ne pas croire. De cette émergence des influenceurs, en parallèle, évidemment, on a aussi un mouvement qui date pas d'hier, qui s'ancre dans le temps aujourd'hui, mais une perte de confiance vis-à-vis des acteurs traditionnels, donc des médias. Ici, en l'occurrence, avec 37%, ça c'est le sondage, la source n'est pas bonne, excusez-moi, on corrigera avant de vous partager la présentation. C'est le baromètre Kantar-Lacroix de la confiance dans les médias, en tout cas cette confiance qui s'érode. Et là encore, une statistique qui permet de mettre tout cela en perspective. Finalement, ce brouillard informationnel, cette surabondance d'informations dans laquelle on évolue, elle est intrinsèquement liée à cette digitalisation de nos pratiques de l'information et donc au fonctionnement, encore une fois, j'y reviens, des réseaux sociaux. Et ici, dans le baromètre dont je vous ai parlé il y a quelques instants, 61% des 18-24 ans avaient déclaré, là aussi c'est un chiffre, une perspective qu'on vous propose, mais considèrent que les réseaux sociaux ne garantissent pas une exposition à une information libre et plurielle, justement du fait de ce fonctionnement algorithmique. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, si ce n'est évidemment finir sur les conséquences majeures que ce brouillard informationnel et des clés finalement dont on a besoin. En tout cas, le pourquoi finalement transmettre ces clés, travailler cette nouvelle boussole pour pouvoir s'informer sans filtre, de manière plurielle, critique et éclairée in fine. Évidemment, c'est en particulier pour pouvoir se prémunir, se défendre de la fausse information, mais aussi pour pouvoir construire finalement une pratique de l'information qui soit le fondement d'une citoyenneté éclairée et aussi d'une employabilité éclairée. Voilà. Alors j'en profite avant de présenter rapidement BIM Media et de donner la parole à Muriel Pérez, de répondre à la question. Effectivement, donc la session est bien enregistrée, un replay sera disponible de la même manière que vous pourrez avoir accès au support de présentation. Donc voilà, donc on en arrive tout cela pour vous dire en quelques minutes. J'ai essayé d'aller vite, c'était pas l'objet de la conférence, mais au constat fondateur un petit peu de BIM Media il y a déjà quelques années. En 2018, finalement, alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, il n'a jamais été aussi complexe de s'informer. Et nous tous avons, en tant qu'établissement, en tout cas en tant qu'acteurs qui agissons au contact ici des étudiants, donc plutôt des jeunes, évidemment âgés de 18 à 25 ans, pour être un petit peu grossier dans la caractérisation, mais donner des clés pour permettre le développement d'un certain nombre de compétences informationnelles pour transmettre justement cette boussole qui puisse permettre de naviguer un petit peu dans ce brouillard informationnel qui nous entoure aujourd'hui, autour de grands éléments. Donc là, c'est pas exhaustif, mais 3 principaux ici qu'on vous propose. Construire une solide culture de la source et in fine, pouvoir savoir qui croire et qui ne pas croire dans cette surabondance d'acteurs et d'informations. Permettre de comprendre des enjeux techniques et économiques à l'œuvre dans le fonctionnement des réseaux sociaux, ce qui nous paraît absolument incontournable aujourd'hui quand on voit les niveaux d'utilisation et de pratique sur
sur tous ces nouveaux outils, s'ils sont encore nouveaux, et donner les outils critiques pour faire face à la désinformation. Donc là, évidemment, autant de clés théoriques, pratiques et méthodologiques qui permettent, in fine, de démêler le vrai du faux, de vérifier des informations, de vérifier ses sources, pour pouvoir, très simplement, même si c'est complexe à mettre en place, former des citoyens qui soient critiques et éclairés, et qui soient en tout cas qui puissent avoir cette liberté d'activer les clés dont ils auront besoin dans leur parcours personnel, professionnel et citoyen. Donc très rapidement, Be My Media, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Notre métier, c'est de développer des ressources pédagogiques, numériques, mais pas seulement. On voit ici une carte de la fresque de l'information qui permettent le développement de ces compétences informationnelles et aussi évidemment des grandes compétences transversales qui sont attachées à ces compétences informationnelles. Je pense évidemment à l'esprit critique et à la curiosité. On est une entreprise au sens de la loi Pacte, avec du coup le cadre et les obligations qui s'y rattachent. L'essentiel de notre activité, c'est le développement et le déploiement, la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques d'éducation aux médias à l'information, avec principalement une ressource centrale dans le dispositif, qui est l'application du My Media, qui en fait, aussi bien sur format mobile que sur format web, articule tout un volet de pratique de l'information. C'est vraiment le cœur finalement de notre pédagogie aujourd'hui, c'est faire lire des articles, faire comparer des points de vue, faire lire et produire des revues de presse, faire rechercher des informations. Et tout cela va permettre en fait aux apprenants, aux étudiants de progresser dans un parcours pédagogique e-learning organisé sous forme d'une série avec des saisons, des épisodes un peu en mode micro-learning. Et donc, c'est bien en pratiquant l'information qu'ils vont pouvoir progresser dans ce parcours, valider des étapes, des badges, avec un système donc d'évaluation, vous commencez à le voir, qui est ludique. Je ne vais pas m'étendre plus, on pourrait y revenir s'il y a des questions, et les slides seront faits pour illustrer éventuellement les retours à ce sujet-là. Simplement finir pour vous dire qu'autour de cette application, on a toute une galaxie d'autres ressources pédagogiques numériques aujourd'hui qui est en place, avec une académie de formation des formateurs, des enseignants, qui est en ligne et qui aussi évidemment fait l'objet de l'accompagnement de notre équipe de conseillers pédagogiques, avec tout un process d'accompagnement, de lancement, de suivi, de bilan, et aussi des activités, en tout cas de différents kits. Bon, je n'ai pas de slide pour l'illustrer, mais d'autres ressources qui sont mises à la main des enseignants, notamment des kits d'activités, des quiz, avec ce souci un petit peu, si vous voulez, d'hybrider vraiment la formation et de permettre de ne pas être une ressource posée sur l'étagère d'un centre de ressources universitaires, mais bien d'être une ressource pédagogique qui soit pleinement intégrée finalement dans les enseignements. Voilà. J'ai essayé de parler très vite pour ne pas perdre beaucoup de temps. J'espère que j'ai été clair. Je vous propose du coup de Muriel Pérez de prendre la main, de prendre la parole pour ce retour d'expérience de l'IAE Saint-Étienne. Donc bonjour à tous. Là, on va partir en fait d'un exemple qui est simplement un exemple sur un IAE et sur une licence en particulier. Donc ici, sur le point de départ de la réflexion, on est parti donc sur l'Université de Saint-Étienne, juste pour présenter rapidement. C'est une université pluridisciplinaire avec santé, c'est-à-dire qu'on a à peu près toutes les disciplines de représenter pour 20 000 étudiants, donc une université de taille moyenne. On est actuellement en test avec Be My Media sur une des composantes qui est l'IAE de Saint-Étienne. Et on teste l'application avec notre licence, ce qui correspond à peu près à 500-600 étudiants. Pourquoi on a fait appel à Be My Media? Parce qu'en fait, on est parti d'un constat qui est ancien déjà. C'est pas quelque chose qui nous est venu d'un coup, et je pense qu'on partage ce constat d'une faible utilisation des ressources, notamment des ressources mises à disposition par les bibliothèques universitaires et les bouquets qui sont mis à disposition pour tous les étudiants. Où au final, on se rend compte qu'il y a un usage qui est relativement faible. Et on s'en rend compte comment? On s'en rend compte quand on lit les mémoires, quand on lit les travaux de groupe, quand on leur demande une biblio. Effectivement, les biblios sont pas toujours bien étoffées. Et souvent, elles sont des fois un peu indépendantes des documents qui sont rédigés, c'est-à-dire peu de citations et peu d'appropriation de ces références. Donc ça, c'est des constats, mais je pense qu'on a un peu tous les mêmes questionnements. Donc une difficulté d'appropriation des sources et d'intégration dans les travaux. Des questionnements aussi sur la notion de plagiat, mais on y reviendra, je pense que c'est exacerbé par l'arrivée de l'IA générative. Et puis, plus globalement, une difficulté de la part des étudiants, et pas uniquement des étudiants, à prendre du recul sur l'information, à prendre du recul sur la qualité des documents qu'on leur met à disposition, à naviguer sur Google, Internet, et puis à dire « ce site est intéressant parce qu'il est bien construit », sans avoir automatiquement vérifié la source.
Donc, ils sont soumis à une infobésité quotidienne. C'est à leur décharge. C'est très compliqué de se repérer aujourd'hui. Donc, ces constats, je pense qu'on les partage à peu près. L'existence sur l'IAE de Saint-Étienne, c'était un module créé par la bibliothèque universitaire qui est proposé à tous les étudiants de première année de licence sur l'université, et un module spécifique à l'IAE qui s'appelait Traiter, exploiter, présenter l'info, dans lequel on les amenait à faire de la recherche documentaire, à se questionner sur des sujets et à établir une note de synthèse en faisant citation, bibliographie. Et puis, en 2022, on a participé au EdTech Day à Lyon et on a eu une présentation de Be My Media avec l'exemple. Donc là aussi, c'était un retour d'expérience, mais de l'Université de Montpellier. Donc nous, on est parti de ce retour d'expérience qu'on avait trouvé intéressant parce qu'on partageait effectivement les mêmes constats, les mêmes problématiques. Et la question, c'était comment intéresser, comment sensibiliser nos étudiants à ces problématiques-là. Donc, on a commencé ensuite à faire la formation avec Be My Media sur la fresque de l'information. Et sur l'application qui vous a été présentée là très rapidement. Et dans le groupe qu'on a commencé à former, les personnes qui ont suivi cette formation de Be My Media, dans ce groupe, on avait des collègues de l'IAE, des enseignants qui maintenant font des cours sur traiter, exploiter, présenter l'information, des collègues de la bibliothèque universitaire qui construisent le module recherche documentaire, etc., et des ingénieurs pédagogiques. Une fois que cette formation a eu lieu, dès la rentrée 2023-2024, on a commencé par faire la fresque avec nos étudiants de première année dans un objectif de sensibilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est en termes d'animation, c'est plutôt agréable. Et ça les sensibilise parce que dans la fresque, ça leur fait se questionner sur la qualité d'information, sur le modèle économique des médias plus globalement. Donc ça, on l'a fait au semestre 1, puis on a lancé le module de la bibliothèque universitaire qui existait déjà, mais en lien avec la fresque. Et on a lancé ensuite le module traiter, exploiter, présenter l'info. Donc on a gardé l'existant, mais on a raccroché ça avec la fresque qui nous a permis de faire une entrée un peu plus ludique, une sensibilisation. Et au deuxième semestre, suite à ces 2 modules de cours et à la fresque, on a enchaîné avec l'application qui a été intégrée dans le cadre d'un cours. Je précise tout de suite que l'évaluation sur l'application a été intégrée aux notes, donc c'est vraiment intégré en fait dans notre maquette et dans les cours. Ça, c'était pour Noël 1. Et en parallèle, vu que Noël 3 allait sortir l'année dernière, on a fait aussi une unité d'enseignement de sensibilisation avec la fresque et l'application. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Évidemment, comme chaque année, on réajuste à peu près tous les cours. Alors, on a voulu faire pareil et là, on est parti. On a fait peu de changements, mais au final, cette année, on est parti du module bibliothèque universitaire qui a été légèrement modifié. Il y a eu l'intégration de la notion de fake news. Voilà, je pense que, alors je sais pas si la BU a adapté ce module en fonction des formations qui avaient été faites par Be My Media, mais en tout cas, il y a une évolution de ce module-là. On a fait évoluer aussi le module traiter, exploiter, présenter l'info, qui maintenant est en articulation avec des cours de méthodologie de recherche qui sont en master. Donc l'idée, là aussi, c'est toujours cette intégration sur le long terme pour ne pas l'utiliser qu'en première année. On a décidé de mettre la fresque et l'application sur le même semestre. Et maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer l'usage de l'application en L2 et en L3. Donc pour ça, il faut qu'on s'adosse à des enseignements, de manière à ce que l'usage de l'application s'étale dans le temps pour changer un peu les pratiques, en fait. Pour qu'ils aient le réflexe d'aller sur une application sans algorithme, etc., poussé par IA, etc. Et donc, qu'ils aient un changement un peu plus profond dans leur pratique. Donc, en parallèle des enseignements sur la première et le début de notre deuxième année d'expérimentation, on a aussi proposé la fresque à des services en interne. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est un outil qu'on peut mettre à disposition aussi des personnels. Ça a été plutôt apprécié. Donc c'est pas une formation massive, on n'a pas formé tous les personnels, on a proposé sur invitation, on a pu faire 2-3 ateliers où les services étaient assez intéressés par cette présentation. Et puis on fait autre chose cette année. Donc vous avez dû entendre parler aussi du module de formation obligatoire et de la certification à la transition écologique et au développement soutenable pour les premiers cycles. Et donc, on l'a lancé sur Saint-Étienne pour cette première année. Et dans le cadre des modules de formation à la TEDS, on a intégré l'application et la fresque, non, pas l'application, pardon, mais la fresque de l'information
Au même titre, quand on leur fait une fresque du climat, un atelier d'automne, on a proposé la fresque de l'information. Alors évidemment sur une thématique un peu différente, mais plus pour la notion de controverse, plus pour la notion de qualité, là aussi, de l'information, de recherche de commentaires, de fiabilité, en fait, qui est en lien avec les controverses qu'on peut trouver sur les réflexions, des fois, qu'on peut avoir sur le climat. Et puis, là aussi, ça date de fin d'année dernière, c'est l'articulation avec les questionnements sur l'IA générative, qui nous pose évidemment question, mais là aussi, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ces questionnements-là, loin de là, sur comment intégrer l'usage de l'IA générative dans des enseignements comme traiter, exploiter et présenter l'information face à des étudiants qui nous disent « Mais madame, de toute façon, je pose la question à ChatGPT, j'ai la réponse, je vois pas bien pourquoi vous me demandez de faire tout ça. » Donc c'est à nouveau l'explication, on est obligé maintenant d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'IA générative, d'expliquer là aussi les fonctionnements réseaux sociaux et de questionner, de nouveau, c'est une autre manière de questionner la qualité, la fiabilité des textes qui sont générés par ces outils. Et on leur demande évidemment de citer les textes qui sont, enfin de faire des citations, d'intégrer dans les bibliographies les textes qui sont générés, les éléments qui ont été générés par l'IA. Donc voilà un peu les évolutions. Si on doit faire un bilan de manière très très rapide sur cette première année et demie, on va dire, d'utilisation, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une forte utilisation de la part des étudiants de l'application, une implication sur la fresque, parce qu'effectivement c'est un format qui est ludique, donc automatiquement en termes de participation, c'est plutôt des dispositifs qui intéressent les étudiants, qui les alertent, et on leur avait posé la question à la fin de quelle carte vous avez retenu, quelle carte a retenu votre attention sur cette fresque, et ils jouent vraiment le jeu, vraiment format papier, on leur demande leur avis, c'est pas noté, et les retours sont assez intéressants, donc ça les alerte, ça remplit vraiment ce rôle d'alerte et de sensibilisation. Et après, sur l'application, là, on va un peu plus sur vraiment la recherche documentaire, la lecture. Il y a eu une forte appropriation, alors probablement liée aussi au fait qu'on notait et que c'était intégré dans le cadre de cours et qu'on avait une notation. Donc, de fait, ça oblige un petit peu. Et là, pour avoir quelques chiffres, en première session, sur la L3, pardon, la troisième année, donc c'était une unité d'enseignement qu'ils étaient libres de choisir ou non. On avait 73 inscrits, on en a 65 qui ont eu une note supérieure à 12. C'était le format pour avoir le badge de la certification. Et en L1, pardon, sur 196, on en a 148 qui ont eu une note supérieure à 12. Donc il y a aussi un engagement, une valorisation à travers les 5 épisodes qui sont sur Be My Media, sur l'application. Donc probablement, ce que je disais, ça vient probablement d'une intégration dans les modules de cours. Donc on essaye de l'intégrer au mieux pour que les enseignements qui traitent de recherche biblio, de traiter, exploiter, présenter l'info, le module de la BU, les modules de méthodologie de recherche universitaire qui arrivent ensuite, surtout en M1 et M2, que tout ça soit lié de manière à donner du sens, c'est toujours la même chose, donner du sens sur les 5 années en fait. Donc, on démarre avec des modules qui, des fois, leur paraissent un petit peu lourds à suivre, mais on l'allège en commençant par la fresque et avec l'application pour le côté ludique, et ils jouent le jeu. On adosse ça à un cours où, sur le contenu, on les pousse à aller vers des recherches documentaires aussi qui sont en lien avec la bibliothèque universitaire, l'étude de la qualité, de la fiabilité des sources, des sites Internet, et petit à petit, une montée en compétences sur ces fameuses compétences informationnelles, qui sont de plus en plus importantes, notamment avec l'arrivée de l'IAG. Donc, on essaie de l'articuler maintenant avec une sensibilisation à l'IA. Tout ça, pourquoi ? Tout ça pour travailler le sens critique. Il n'y a pas, voilà. Le fil conducteur, c'est le travail sur le sens critique, je pense. Donc, c'est en thèse depuis 1 an et demi. Donc là, on est engagé sur les 3 années. On va certainement encore faire des modifications l'année prochaine pour ajuster, mais dans l'ensemble, le dispositif fonctionne plutôt bien. Et après avoir commencé à former, proposer l'atelier à d'autres collègues, on a des collègues de l'IUT notamment sur Saint-Étienne qui ont été aussi intéressés. Donc voilà, l'idée c'est de voir si ça SM. Il n'y a pas d'obligation à SMer, mais on a beaucoup d'enseignants qui ont des dispositifs, qui se préoccupent du sens critique, de la qualité de l'information. Et là, avec cette idée de partager un petit peu ce qui a été fait, c'est de voir si ça peut faire écho à des dispositifs existants et partager un peu ces dispositifs pour pas à chaque fois refaire
chacun dans son coin des choses importantes pour nos étudiants. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment rapide, synthétique ou trop rapide. Mais l'idée, c'est surtout de répondre à vos questions, hein, si vous en avez. Exactement, merci beaucoup. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Simplement, oui, c'est vrai que je suis allé vraiment très vite sur la présentation des activités pour bien comprendre. Donc, on a effectivement, vous l'avez compris, donc l'application Biais Immédiat, la fresque de l'information. Et pour la fresque de l'information, donc c'est ce qu'on a fait avec l'IAE de Saint-Etienne. Nous, notre modèle principal d'activité, c'est de former des enseignants, des documentalistes, des intervenants dans les établissements pour ensuite vous puissiez être en autonomie. Donc, c'est bien ce qui s'est passé là. On a aussi des interventions qui se font, mais c'est vraiment pas le modèle principal. Combien coûte la licence? Alors, c'est la classique réponse à laquelle je vous donnerai question à laquelle je vous donnerai une réponse somme toute assez classique. C'est que tout dépend du niveau, comme tous les produits logiciels aujourd'hui, d'engagement. Donc, la durée de l'engagement et le nombre de licences, c'est vraiment très, très variable et très progressif. On est de l'ordre entre 20 et quelques euros par an et pas 10, 15 ou 20 sur des tout premiers niveaux d'achat avec très peu de licences à quelques euros par an et par étudiant en fonction, encore une fois, de la durée de l'engagement et du nombre de licences. C'est assez dégressif, donc je ne saurais vous donner une réponse précise aujourd'hui. Vous dire aussi peut-être, alors le temps de vous permettre de réfléchir à la question suivante, sur le référentiel de compétences sur lequel j'en ai pas parlé non plus, même si vous l'avez assez finalement évoqué assez transversalement, Muriel, c'est donc le référentiel de compétences Biais Immédiat. Finalement couvre tout ce qu'on vient d'évoquer là. Il est structuré autour de 5 grands blocs de compétences. Un premier sur les enjeux de fonctionnement du circuit de production, de diffusion de l'information. Donc voilà, sur vraiment question d'information, un fait, un média, les différents types de traitements journalistiques, etc. Second bloc de compétences, c'est sur le sujet de la source d'information, de la culture de la source, avec cette idée en tout cas de mettre en compétence, de savoir vérifier une source d'information dans toute leur pluralité. On va aussi bien s'intéresser aux influenceurs, comédiens nationaux, internationaux, aux questions économiques et déontologiques. Un troisième bloc de compétences sur les questions finalement de pratique critique de l'information, où on va évidemment s'intéresser aussi bien aux fondements philosophiques, historiques de l'esprit critique qu'aux questions de désinformation, de complotisme, de manière assez précise et assez concrète. Un quatrième bloc de compétences sur la digitalisation de l'information, avec cette idée de mettre en capacité justement de prendre du recul face au fonctionnement notamment des réseaux sociaux, de leur moteur algorithmique, de leurs modèles économiques, encore une fois. Et enfin, un cinquième bloc de compétences sur la question des biais, trois grandes familles de biais technologiques, médiatiques et cognitifs qui viennent affecter notre pratique de l'information. Alors, je vais peut-être répondre à la question de Cécile Ducarme sur l'évolution au niveau des mémoires. Alors, je ne sais pas si la question porte sur l'impact de l'IA ou sur l'impact de la formation avec Be My Media sur les mémoires. Pour l'instant, vu qu'on l'a testé, je vais répondre déjà à la dernière question. On l'a testé uniquement avec nos premières années. Et pour l'instant, en L2, ils ont un stage et en L3, ils commencent à avoir un document de synthèse à établir avec des références bibliographiques. Donc, on ne verra le résultat de ce travail. Sur le travail avec Be My Media, en tout cas, la bibliothèque universitaire et le module de cours, qu'à partir de l'année prochaine sur les L3. Sur les mémoires, pour l'instant, et donc sur les masters, on n'a pas encore fait de formation sur la fresque de l'info. On a, avec le cours de méthodologie universitaire, qui reprend des éléments de la BU. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, n'hésitez pas à me le dire. Pour la réponse à Aline, donc, qui est de l'Université de Saint-Etienne. Donc, le module de la BU a évolué pour tout le monde. Il a évolué pour tout le monde. Il y a une petite différence entre le module de l'année dernière et le module de cette année, avec l'intégration notamment de la notion de fake news, puisque voilà, ça devient un peu prépondérant dans les questionnements sur la qualité des informations. Donc oui, il a évolué et peut-être qu'elle le fera encore évoluer au fur et à mesure. On échange souvent avec elle à ces sujets. Alors, Mathilde, comment avez-vous financé la formation des animateurs à la fresque de l'information ? En fait, c'est le groupe qu'on a formé, c'est un package, en gros. Je ne suis pas rentrée dans les détails du financement, mais sur le tarif, donc Valérien vous répondra plus précisément que moi, c'est effectivement à la licence, et la fresque de l'information fait partie en gros du package, même si c'est différent dans
dans la tarification, il y a les licences d'un côté et la formation à la fresque. Et donc, la formation à la fresque nous a permis de former on était une dizaine, je crois, de mémoire, les 10 enseignants, collègues de la BU et ingénieurs pédagogiques qui ont suivi la formation. Et après, c'est ces personnes-là qui forment nos étudiants. En l'occurrence, c'est principalement les enseignants de l'IAE qui forment les étudiants. Et après, on se forme entre nous. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on a payé la fresque une fois, et ensuite, les collègues de l'IUT, par exemple, qui l'ont mis en place, ont été formés par des collègues de l'IAE. Alors du coup, voilà, du coup, je peux pas mesurer pour l'instant, on peut pas encore mesurer l'impact sur les étudiants parce que pour l'instant, en L2, on leur demande un poster sur les stages. Et il faudra qu'on demande à l'issue de la L2 un petit peu sur les travaux de groupe s'il y avait des biblios un peu plus travaillés ou pas. Mais je pense qu'on commencera à avoir une réponse dans quasiment 1 an et demi, une fois qu'ils auront fait les stages de L3 avec des rendus. Une petite Mais précision. on a bien l'intention de vérifier, par contre, qu'effectivement, il y a des choses. Alors, pas pour mesurer l'efficacité de Be My Media, parce que là, je suis voilà, sur l'aspect pédagogique, l'animation, etc., il y a vraiment un plus par rapport aux nos cours, on va dire, bruts de décoffrage d'avant. Hein. Mais c'est plus sur tous les dispositifs qu'on doit mettre en place autour de ces applications, avec cette application, pour faire en sorte qu'il y ait une réelle montée en compétences jusqu'au master. Donc, d'où le questionnement sur l'articulation avec des enseignants en L2, en L3, pour qu'ils l'utilisent dans le cadre d'exposés, par exemple. Simplement, juste avant que vous enchaîniez sur la nouvelle question d'Aline, Camille, sur la formation à l'animation de la fresque d'information, on a effectivement 2 modèles. Alors, le deuxième ne devait pas exister quand vous avez formé. Donc, en effet, la classique formation présentielle d'une journée pour un groupe d'enseignants. Et on a aujourd'hui digitalisé cette formation à l'animation de la fresque d'information en essayant de maintenir le plus haut niveau de qualité possible pédagogique. Et donc là, on a désormais c'est une offre vraiment individuelle pour un, ou en tout cas des enseignants, mais nommément individuellement, qui voudraient se former. Parce que plus petit effectif, parce que distance géographique. Enfin voilà, donc on a aussi cette option-là aujourd'hui qui est disponible. Alors, pour répondre à Aline, mais Valérie, vous pouvez compléter. Hein. Pour la fresque, c'est vraiment le fonctionnement. Alors, je ne sais pas si tu as fait une fresque du climat ou une fresque du numérique ou même une fresque de l'IA. Il en existe effectivement plein. Donc, on est assez vigilant sur le côté ne pas répéter, pas leur faire les fresques tous le même semestre, par exemple, parce qu'ils ont aussi la fresque du climat, la fresque numérique éventuellement. Ça se présente exactement de la même manière, avec 5 chapitres, on va dire, 5 jeux de cartes qui vont questionner la création, la génération des informations en partant du fait jusqu'à l'information. Et petit à petit, on va rajouter des cartes. Donc, c'est sous forme de cartes et ils vont articuler les cartes les unes avec les autres pour voir laquelle a un impact sur quoi. Est-ce que le biais a un impact sur le citoyen? Etc. Donc, c'est pas très clair présenté comme ça, j'en ai conscience. Je suis plus claire quand je suis face directement à la fresque. Mais au pire, en interne, on peut refaire une présentation, il n'y a pas de souci là-dessus. Dire aussi peut-être que c'est bien un exercice collectif. Les étudiants sont répartis en sous-groupes de 6 à 8. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment, au-delà de collaborer pour identifier la bonne place de tel élément dans ce système médiatique et informationnel et ses liens avec les autres composantes, par exemple l'information ou les médias avec la désinformation, les questions déontologiques, les questions économiques, etc. C'est que c'est bien aussi un objet de débat, d'échange. C'est presque un objet de médiation, finalement, la fresque d'information qui va susciter justement ces discussions, voire ces controverses avec les étudiants. C'est bien ça l'idée aussi. Donc c'est noté pour une autre présentation. Y aurait-il d'autres questions ? Pour revenir aussi du coup sur le sujet des mémoires que vous avez évoqué, on a l'Université de Montpellier, vous en avez parlé. Ils ont adjoint l'exercice de mémoire, c'est assez intéressant, un exercice de revue de presse en fait aujourd'hui qui est réalisé avec Be My Media et dans lequel en fait sur l'année justement l'ensemble des étudiants c'est sur le niveau L3 si je dis pas de bêtises aussi, vont devoir faire cet exercice de rédaction de revue de presse qui fait partie intégrante aujourd'hui de cet exercice. Et c'est super intéressant aussi. Donc bien avec Be My Media sur l'information d'actualité, on n'est pas sur
un outil de recherche, de contenu scientifique ou autrement académique. Mais en tout cas, on a bien la méthodologie et la partie contenu d'actualité qui est réalisée avec BMI Media très directement. Donc l'année prochaine, on va essayer surtout de l'articuler aussi avec les sensibilisations, en tout cas alertes un peu qu'on peut faire sur l'intelligence artificielle, en raccrochant ça avec le fait qu'il faut citer ses sources, le fait qu'il faut bien avoir cette méthodologie de recherche documentaire, de citation, etc., de référencement, en lien avec l'IA générative. Donc on va probablement articuler la dernière séance du cours traiter, exploiter, présenter l'info sur l'IA générative, parce qu'on a vraiment beaucoup de questions de la part des étudiants qui nous disent que de toute façon, effectivement, ils s'en servent. Alors, ils le disent pas comme ça spontanément, mais au final, ils s'en servent. Et donc, on a un effort de sensibilisation, et là, on va travailler aussi avec Compilatio sur cette partie-là, pour la partie plagiat, en fait. Je me permets de répondre à la question suivante sur la formation de formateurs. Alors oui, mais c'est normalement limité au sein de votre établissement, ou en tout cas de votre université, de votre composante, puisqu'en fait, pour être tout à fait transparent dans la formation à l'animation de la fresque, on inclut une partie finalement de licence, de mise à disposition des jeux et d'utilisation de la licence de la fresque. Donc voilà, ça nous permet ensuite de pouvoir accompagner d'autres établissements dans le déploiement de la fresque de l'information, étant entendu que c'est bien pour nous cette première pierre finalement du parcours, cette première étape du parcours, c'est bien un objet de sensibilisation, de prise de conscience qui donne le sens à l'apprentissage pour engager ensuite dans une transformation un peu plus longue. Et ce qui est super intéressant aussi dans ce que vous avez dit, Maëlle, c'est en tout cas, c'est l'indicateur qu'on essaye de suivre le plus pour mesurer notre impact. C'est le nombre d'articles qui ont été lus finalement par les étudiants tout au long de l'année. C'est un petit peu le juge de paix pour nous. Donc là, 110 000 articles lus finalement, vous l'avez dit, sur un semestre par quelques centaines d'étudiants. On a eu quasiment 2 500 000 articles qui ont été lus l'année dernière en tout sur BMI Media. Et on a une moyenne entre 50 et 100, voire plus parfois, d'articles lus par mois et par étudiant. Donc évidemment, c'est sans commune mesure avec les niveaux de pratique informationnelle qui peuvent être antérieurs, en tout cas ceux qu'on peut mesurer antérieurement à notre niveau. Et c'est bien en tout cas l'un des enjeux principaux, c'est de mettre en place cette routine informationnelle qui est la seule à pouvoir justement permettre d'ancrer dans le temps une pratique de l'information plus plurielle, plus diverse, plus critique et plus structurée autour de tous ces enjeux qu'on a évoqués. Alors, là où il y avait un point intéressant aussi, c'est que quand ils utilisent l'application, donc ils scrollent, ils lisent les articles. Donc, effectivement, il n'y a pas de possibilité de vérifier qu'ils ont bien lu l'article, ils ont scrollé, ils ont ouvert des articles, etc. Mais là où, en gros, j'ai été rassurée, parce que c'était un point d'inquiétude au tout début, c'est le fait que normalement, ils ont un quota. Alors, je me souviens plus parce qu'on l'a pas relancé encore ce semestre, c'est pour le semestre prochain. Ils avaient, je crois, 8000 points d'expérience à acquérir. Et en fait, il y en a plusieurs, un certain nombre quand même assez important, qui sont allés au-delà des 8000 points. Donc, si c'était juste pour scroller, voilà, si ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour eux, il n'y avait plus aucune obligation derrière à aller au-delà des 8000 points d'expérience. Donc, le fait que certains étudiants dépassent ce quota-là, sans aucune valorisation sur la note ou quoi que ce soit, ça montrait qu'effectivement, ils jouaient le jeu, ils lisaient certainement pas tout, ils scrollaient comme on le fait sur Internet, ils en lisent certains, ils en jettent d'autres, entre guillemets, mais ça montrait quand même une appropriation par les étudiants au-delà de la notation. Ouais, c'est un point super important, effectivement. Bon, déjà, dans une pratique informationnelle, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tenu et on est d'aller jusqu'au bout de l'article. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'est pas allé sur une mesure du temps avant l'accord des points d'expérience, qui sont l'outil un peu ludique qui permet justement de corréler la pratique de l'information et la progression dans le parcours pédagogique. Pour autant, effectivement, ils sont plafonnés chaque jour, ils ne peuvent pas acquérir plus de 200 points d'expérience. Donc, ça va les obliger à revenir très régulièrement sur l'application pour s'informer, pas pour... On n'a aucune monétisation du parcours, du temps passé sur l'application, évidemment. Ça, c'est une première chose. Et on le mesure, nous, ça, sur l'année dernière. Comme l'année précédente, on a plus de 40% des étudiants qui ont continué à s'informer avec BMI Media après les périodes d'évaluation. Effectivement, c'est l'un des indicateurs principaux qui nous permettent de faire la preuve de l'efficacité et de l'intérêt non simulé des étudiants pour l'information d'actualité. Et on a chaque année des dizaines d'étudiants qui nous demandent comment ils peuvent continuer à utiliser BMI Media après être sortis de leur école ou leur université ou en entrant dans la vie professionnelle ou en changeant de parcours. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on propose, mais là aussi, c'est un signe en tout cas de cet impact. Comment se fait la sélection? Je vais vous laisser répondre. Je sais que c'est justement pas poussé par les algorithmes, mais sur le détail du fonctionnement, je vous laisse répondre. Je pense que c'est plus prudent. Donc, deux éléments. Donc, déjà, le bouquet de sources. On a 2 bouquets de sources qui sont, donc, on est bien sur une information d'actualité, encore une fois, je précise, sur BMI Media.
on agrège dans le bouquet dit bouquet BIME Media, ça a un peu plus de 500 sources d'informations dans une grande pluralité. Donc, ce sont des sources uniquement sur ce premier bouquet, des sources qui sont gratuitement accessibles. Donc, vous allez retrouver la presse d'information générale, nationale, internationale, locale, en français, en anglais, en espagnol, des médias spécialisés, aussi des communicants professionnels, institutionnels, des ONG, des ministères, des médias indépendants en ligne. Voilà, donc ça, c'est pour l'essentiel. Toutes les sources ne sont évidemment agrégées qu'après être passées au crible de notre charte de référencement, qui est un document publiquement accessible et qui est fondé en fait sur quelques principes déontologiques et de production professionnelle de l'information et qui est validé chaque année par notre comité de mission qui comporte un nombre d'experts et docteurs en sciences de l'information, en communication, une grande reporter du monde, etc. Donc on a en tout cas une première sélection de ce bouquet d'informations, donc soit le bouquet BIME Media, soit c'est le sujet technique auquel on se heurte depuis des mois, un partenariat avec Cision Europresse qui nous permet de connecter. Alors aujourd'hui, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas encore de manière 100% régulière pour qu'on puisse le livrer, mais c'est, j'espère, une question de jours ou de semaines. Et donc là, les établissements qui ont un contrat avec Cision Europresse pourront normalement très, très prochainement avoir accès à une sélection de bouquets, de contenus, et donc avec des contenus abonnés Cision Europresse dans BIME Media. Donc ça, c'est pour le côté agrégation. Quelles sont les sources d'informations qu'on peut retrouver aujourd'hui dans BIME Media, sachant que chaque établissement va pouvoir, parmi toutes ces sources, avec des fils, un fil général et des fils thématiques, faire la sélection aussi des thématiques qui correspondent particulièrement au niveau, à la filière, aux formations de leurs étudiants. Et ensuite, dans la logique de distribution, effectivement, comme vous l'avez dit, Muriel, évidemment, on a forcément une logique algorithmique dans le sens où on ne peut pas distribuer les 20 000 articles à peu près qu'on a chaque semaine dans l'application à tous les étudiants. Pour autant, nous, notre objectif algorithmique, c'est uniquement de s'assurer du exercice maximal de l'esprit critique, une exposition à une pluralité de sources d'informations, une pluralité de thématiques dans celles qui ont été choisies par l'établissement, de lignes éditoriales, etc. Et donc, en fait, la logique algorithmique, elle va à la fois suivre un ordre chronologique pour ne pas induire de biais autres que ceux finalement de la date de publication d'informations, tout en assurant un niveau de représentativité et de pluralité qui soit important. Donc ça, c'est pour les fils d'actualité. Ensuite, sur chaque article, pour finir, chaque article en cours de lecture, on a un autre outil technologique, un comparateur de point de vue, et donc là, qui est un algorithme qui va proposer sur chaque article en cours de lecture des articles qui traitent du même sujet, mais qui viennent d'autres sources et qui vont pouvoir apporter des éclairages, des traitements, des angles différents. Voilà, donc non, on n'a pas de lien avec les ressources documentaires d'une BU autre aujourd'hui que les ressources Cision Europresse. Mais en tout cas, aucun établissement ne peut verser dans BIME Media si c'est la question une source ou un document. Bon, en tout cas, un grand merci déjà, Muriel Pérez, de votre participation et de nous être prêté à l'exercice. Toujours très heureux de voir la réalité du déploiement et d'utilisation et des enjeux pédagogiques que pose finalement BIME Media aux établissements. Donc, merci beaucoup pour cela. Merci pour l'invitation. Et du coup, comme je vous l'ai annoncé en début de présentation, donc le replay sera disponible avec la présentation, évidemment. Et après, notre équipe est à votre disposition, évidemment, si vous souhaitez avoir une présentation de la plateforme, de la fresque, pouvoir parler d'un projet pédagogique particulier. En tout cas, on est évidemment à votre disposition pour ce faire. Merci à toutes et à tous. J'ai l'impression qu'il y a plus de questions. Et puis, très bel après-midi. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.